Lorsqu'on s'intéresse aux problématiques liées au complexe, on prodigue davantage une approche holistique, c'est-à-dire globale, qui va au-delà des solutions traditionnelles et linéaires. Complexe ne veut pas signifier nécessairement compliqué. Suite à un article paru dans Veimag, j'ai décidé de poursuivre cette exploration vaste et essentielle des mondes de l'information et de l'intelligence. Notre invité est manager, créateur, chef de projet, elle est coach d'organisation, conférencière, formatrice, elle a de multiples casquettes. Elle intervient au sein de HEC Paris Executive Education. Son expérience de DRH à l'international, puis de dirigeante d'une entreprise, d'une université d'entreprise, elle a éveillé en elle la passion des environnements complexes et multidimensionnels. Elle aide les organisations à se développer. Pour la découvrir et nous accompagner dans cette démarche sur les problématiques, j'ai le grand plaisir de recevoir Anna Elviro. Anna, bonjour. Bonjour Aurélien, Je suis bonjour. ravi de vous recevoir ici sur le plateau des podcasts de Veimag. Alors pour cadrer notre échange, j'ai structuré en trois parties notre discussion. Première partie en fait consacrée au parcours et à l'évolution professionnelle. Deuxième partie sur qui nous occupe les phénomènes complexes. Et troisièmement, en dernier lieu, les solutions que on va pouvoir trouver ensemble pour résoudre finalement ces problèmes complexes. Mais avant tout ça, nous allons accueillir en fait, comme il se doit, Anna Elviro. Anna Elviro, donc, je vous ai dit bonjour. Je vous demande en fait de vous présenter brièvement sur votre parcours, vos choix professionnels, et puis enfin, finalement, pourquoi vous êtes-vous intéressé aux problèmes complexes et à leur résolution? Je vais alors commencer peut-être par il y a très longtemps. En fait, comme vous pouvez l'entendre, je suis polonaise Oui. et j'ai grandi dans ce pays sous le régime communiste. L'année de mes 18 ans, ce régime est tombé et donc rien n'était possible avant, tout est devenu possible. Donc ma vie s'est transformée à 18 ans, tout a commencé à aller très vite. Et c'est les premiers signaux de complexité que j'ai pu voir, à cette époque-là. J'étais toujours passionnée, intéressée par la découverte, des choses, des pays, souvent à distance parce que donc le virtuel, j'aime bien, il y a pas de problème parce Déjà, que vous des vous êtes petits super bien occupé pendant le Covid, alors j'imagine. ah très bien, oui, j'ai fait mon propre mur d'images, j'ai inventé des outils pour pouvoir accompagner des personnes et des équipes à travers l'IA et c'est vrai que j'adore ça. Ah, Heu super. et donc dans mon parcours, je me suis pour quelque part sortir, pour, changer, pour voir de nouvelles choses, je me suis beaucoup intéressée toujours aux langues étrangères. D'abord le russe imposé, après le français par hasard. Je Mmh. rêvais d'être un Vous pauvre étiez poète très sous un linguiste, en pont. fait. Oui, parce que après j'ai fait des lettres ibériques comme études, une partie d'études en Espagne, en me fascinant pour le surréalisme et pour le réalisme magique, qui rime beaucoup avec la complexité, je pense. Et puis après, vous êtes, arrivé en France? Pas encore, j'ai accueilli plutôt des expatriés français en Pologne, j'ai été embauchée par un grand groupe français en tant que DRH et il y avait tout à construire, on est passé d'une PME en Pologne, de la filiale, à plutôt une grande entreprise avec encore une fois plein de possibilités, mais plein de complexités organisationnelles, humaines, des paradoxes qui sont nés dans cet environnement en croissance. D'accord. Et c'est après effectivement ce groupe-là m'a proposé Une une proposition, en fait, de partir. expatriation. Pardon? Une proposition pour partir. Oui, pour partir, je voulais aller en Amérique latine, j'ai atterri en France Les et chemins, en fait, les hasards. Vous le dites, en fait, très bien dans votre, comment dire? Site, LinkedIn. L'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à quelqu'un, c'est ce que quelqu'un fait avec ce qui lui arrive. Aldous Huxley, vous le citez. C'est pour ça tout que à c'est fait. Parce que ça illustre vraiment ma vie, en fait. Je ne suis pas quelqu'un qui se bat contre ce qui arrive. J'essaye d'accepter ce qui arrive, mais je m'empare pas mal de tout ce qui
de tout ce qui se passe pour pouvoir en profiter et en faire, le modeler à ma manière. Et comment vous avez découvert les problèmes complexes finalement, le sujet? Le sujet de la complexité, je l'ai découvert quand je suis arrivée en France, c'était en Oui, c'est un pays 2005. complexe quand même. Voilà, tout à fait. La complexité administrative, par exemple. C'est ça, C'est plutôt compliqué quand même, je dirais. Oh, plutôt. un peu complexe l'administratif. J'ai plutôt capitalisé sur mon expérience passée en me disant, mais qu'est-ce qui m'est arrivé quand j'étais DRH, quand on allait à 200 à l'heure pour créer une entreprise. Et au Il faut le fond, rappeler que vous avez été DRH en fait pour un grand groupe, oui, 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 tout à fait. Casino, il me semble. Oui, tout à fait, tout à Ouais. fait. Euh, Comme beaucoup de grands groupes remplis de phénomènes complexes, Mais vous, complexité. vous êtes attaché spécifiquement à ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, vous en avez fait votre cheval de bataille, vous en avez écrit finalement les tenants et les aboutissants sur un livre en fait publié chez Duno, qui est la boîte à outils. Tout à fait. Parce que cette expérience, peut-être pas encore complètement explicite, que j'ai eue en France, je dirigeais une université interne d'entreprise, en accompagnant beaucoup les acteurs internes, les business units dans leur propre complexité. C'est quand, il y a 8 ans, j'ai décidé de lancer ma propre activité en travaillant sur mon identité. Le fil rouge est devenu évident, c'est la complexité et les paradoxes. Ah Et oui. aujourd'hui, je consacre ma vie professionnelle à accompagner des entreprises à regarder différemment la complexité, à en tirer parti, Mhm. à se libérer des paradoxes et à créer des interactions au sein de ces environnements, des interactions humaines euh, remplies de bien-être, d'opportunités. Alors ça, c'est intéressant parce que vous empiétez un petit peu sur la partie numéro 2, sur les phénomènes complexes, mais c'est très très bien puisque finalement vous en avez fait la passerelle et j'y viens. Quels sont les marqueurs des environnements complexes en fait dans mon domaine, celui de l'information? Quels sont les marqueurs? Ouh, c'est un domaine qui est, je pense, fascinant sous ce point de vue, Ouais, parce que l'information aujourd'hui, elle arrive partout et de partout. Même si on parle des médias, les métiers qui étaient avant des métiers uniques ont été en crise, on peut dire, grâce aux réseaux sociaux. Il oui. y a l'IA qui se mêle, l'information arrive de partout. Les marqueurs, c'est que les personnes qui regardent ce qui se passe en termes d'information, souvent sont submergées par cette information. Elles prennent des postures différentes. Parfois, elles sont très méfiantes, parfois elles sont heureuses que ça arrive de partout, mais ne savent pas trop quoi en faire. Ça va dépendre aussi de notre propre fonctionnement. Ceux qui émettent l'information, je je voudrais pas donner de conseils, mais parfois, moi, je considère qu'on peut tout dire dans cet environnement complexe. La question de quelle posture et de quelle position on prend de certaines choses, c'est La peut-être posture, on va en parler en fait de la posture, parce que comment est-ce que vous distinguez, vous, le complexe du compliqué dans les tâches quotidiennes? Le le com complexe du compliqué. Comment est-ce que c'est défini? le complexe et le compliqué sont utilisés par beaucoup de personnes de manière presque interchangeable, alors ce sont 2 notions complètement différentes. Il y a une métaphore qui est souvent donnée et que je trouve, très illustrative par rapport à ce propos. Le compliqué, c'est comme une construction d'avion, le complexe, c'est comme un plat de spaghettis. Ça vous parle, Mmh. Aurélien? Ah d'accord, OK, ça y est, je suis d'accord avec ça. Ça me met direct en fait l'eau à la bouche, finalement comme métaphore. Hem, Est-ce que vous pouvez nous parler à présent, de comment classer finalement la complexité et les masses d'informations spécifiques à mon domaine d'information? Mmh. Alors
Peut-être je vais dire deux mots sur cette, Oui. parce que peut-être que le complexe et le compliqué par rapport à la construction d'un avion, le plat de spaghetti, quelqu'un peut se dire, mais quelle est la différence en fait? Qu'est-ce que ça Ouais, a à finalement. voir? Ouais. Le compliqué, c'est le mode d'emploi qui existe. Un avion, il est très compliqué, il a des milliers de parties, mais Mhm. on peut le défaire et refaire selon un mode d'emploi. Le plat de spaghetti, dès qu'on bouge la fourchette, ça va dans tous les sens. On ne peut pas revenir à l'état initial et nos mouvements font des effets qui sont souvent imprévisibles. Donc, Mhm. comment classer la complexité? Par laquelle, notamment dans le domaine d'information, on peut se sentir submergé ou envahi. Une, attention, la complexité, on a envie parfois surtout de la simplifier d'une manière à en couper une partie. Et ça, c'est pas la bonne solution parce qu'on se prive de cette image globale. Alors moi, je Mhm. propose, notamment dans mon livre, Mhm. un outil, un exercice qui est l'arbre de la complexité. L'arbre parce que toutes Aïe. les feuilles, elles sont interconnectées, mais Mhm. quand on entend, imaginons, vous avez quelqu'un qui vient faire un podcast et qui vide son sac, qui parle de tout, de n'importe quoi à Mhm, ça m'est déjà côté. arrivé, oui. J'espère pas maintenant, Non. et qui dit des choses qui ne sont pas du même registre. Il y a 5 pôles dans lesquels on peut classer ces informations. Qu'est-ce qui relève de ses comportements, de ses actions? Qu'est-ce qui est plutôt relève des émotions qu'il demande? Qu'est-ce qui relève des croyances? Les croyances, c'est ces généralités que nous prononçons tout le temps. Ah, Mhm. pour moi, un manager, il doit bien taper du poing sur la table. C'est une croyance, c'est une vision. On va noter ça dans la partie de l'arbre croyance. Et à la fin, on va laisser une partie, un panier où on va mettre des choses qu'on ne sait pas classer. Ce qui est important, c'est de le faire par écrit, parce que la complexité, elle est circulaire. Vous voyez comme le plat de Mhm. spaghetti, ça s'entremêle. Alors que notre tête, elle fonctionne, notre cerveau, il fonctionne de Linéaire. manière linéaire. Exact. Ouais. Donc, avoir une image, une vue, un dessin de la complexité nous Mhm. permet de mieux voir toutes les interactions. Ça permet de se projeter en fait dans un élément circonvolutif, par exemple, avec la métaphore de la spaghetti, par exemple. Voilà, tout à fait. Ça permet de se dire, en fait, en effet, je vais, je vais appréhender le réel complexe différemment. Tout à fait. Ce que notre cerveau tout seul ne peut pas faire. Le Hmm. dessin est une des solutions Très bien. importantes pour décoder un problème complexe. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant, à présent, des signaux faibles qui sont présents, en fait, dans votre livre? Oui, pour moi, les signaux faibles sont intimement liés à la complexité, parce que plus nous recevons d'informations, plus il est important d'écouter, j'appellerais ça en métaphore, hein, le chant d'oiseau qui est un peu derrière, qui est tout bas, et qui finalement peut nous parler de ce qui va arriver dans le futur. On va se poser la question, mais comment? Tout dépend de notre posture. Il faut travailler plutôt notre posture qu'essayer à tout prix d'écouter avec nos oreilles en Hmm. étant plongé dans la surinformation. Une posture d'ouverture, une posture tous les matins, créer par exemple un rituel pour s'ouvrir, pour être plus prêt à écouter notre environnement. Le fait écouter des mots qui se répètent et les noter et les enregistrer sur notre téléphone. Re- Regardez les signaux des visages des personnes que vous rencontrez. Notez les signaux qui vous interpellent. Ne vous Sans regarder, sans juger, parce qu'on a tout de suite envie de se demander: «Est-ce que c'est pertinent ou Mhm. pas pertinent?» Je note et à la fin de la semaine, par exemple, ou à la fin du mois, je fais le tri. Je regarde les mots qui se sont le plus répétés et sur ces notions-là ou ce que j'ai pu observer, je le regarde un peu comme un explorateur, comme un tableau sans porter de jugement et sur cette base-là,
je peux émettre les hypothèses. Pas les solutions, mais les hypothèses. Dans la complexité, dans les signaux faibles, on va plutôt parler des hypothèses qu'on va corroborer, mais pas valider, parce qu'on ne peut pas prédire le futur. Oui, bien Mais on sûr. peut toujours émettre les hypothèses et les regarder, juste les observer et voir comment évolue l'environnement. Deux questions, en fait. Question communication. Comment améliorer le dialogue entre les professionnels de l'information et les managers? Et existe-t-il déjà? C'est une question difficile parce que je ne Ouais. sais presque pas comment répondre, alors que je pense que le dialogue et les interactions entre les professionnels de l'information et les managers, il est essentiel. Pour moi, les professionnels de l'information ont le rôle de facilitateur un Mm. peu de- Traducteur, en c'est ça, fait, ou de de... traducteur. Vous avez derrière vous plein d'herbes dans Mm. votre fond d'écran. Vous voyez, c'est un peu eux qui C'est vont ça, exactement. regarder le Ouais. chemin et communiquer avec les managers. Mais pour moi, aujourd'hui, cette relation, elle n'est pas suffisamment exploitée. Elle serait très bénéfique pour les managers, mais aussi pour les professionnels de l'information, parce que souvent, c'est des gens du terrain qui peuvent donner beaucoup d'informations sur le réel qu'ils vivent. Dernière question sur la réalité virtuelle maintenant. Quels sont les risques et les opportunités de l'IA, l'intelligence artificielle, dans la résolution des problématiques complexes? C'est aussi une question vaste, dure. On va essayer d'y répondre en quelques lignes. Tout à fait. Alors, l'IA, déjà, dès qu'on entend parler de l'IA, on dit c'est complexe. Quand vous lisez les livres sur l'IA, on vous Ouais. dit on va essayer de vous présenter de manière simple l'IA qui est très complexe. Mais alors l'IA a été quelque part, en partie créée pour diminuer ou en tout cas de classer la complexité parce qu'elle est capable de traiter un nombre d'informations très important et nous sortir des synthèses, des solutions. Donc elle peut être très très utile. Vous parliez des managers, des entreprises pour aider à la compréhension, au classement de différents types d'informations, de différents niveaux. Après, si on parle des risques, moi, je suis plutôt quelqu'un qui regarde beaucoup les opportunités. C'est pour ça que j'ai Mhm. commencé et je trouve que l'IA aujourd'hui fait peur aussi Mm. parce que Bah, il y a ChatGPT, une immensité en fait dans la matière qui est en même temps saisissante, vertigineuse. tout à fait. Ça fait vertige et ça crée surtout de la peur. Mm. Mon métier, mon emploi, je ne vais pas toucher à ça. J'entends ça à la longueur de la Ouais. journée. Alors que ce n'est pas une fatalité, c'est une réalité aujourd'hui. Néanmoins, bien sûr, il y a, selon moi, plusieurs risques. On perçoit, je note une certaine envie de donner une personnification à l'IA, alors que nous avons tête, cœur, corps, et l'IA, elle a la tête, Mm. elle représente le cerveau humain, elle a Oui. le corps un peu, elle bouge, mais les relations sociales, l'émotionnel, même si elle limite, elle n'est pas dedans. Donc c'est ça, le Et risque, c'est de lui donner trop de place, de ne pas avoir l'esprit critique, de ne pas explorer ce qu'on voit et plutôt le prendre comme l'argent comptant ou rester rester complètement hermétique et fermé, méfiant. dernière partie en fait concernant les problématiques complexes consacrées aux solutions. Comment déjouer les biais cognitifs? Les biais cognitifs, on aime beaucoup ça, on en parle beaucoup des On en biais parle beaucoup cognitifs. de ça. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est un biais cognitif? Vous savez, Déjà, vous pouvez le définir. Ouais. alors, dans le cerveau, selon différents courants de neurosciences, on va dire on a deux systèmes, système 1, système 2, ou système automatique et adaptatif. Le système automatique, il est fait pour que nous puissions répondre à des actions répétitives. Je prends un stylo, j'écris, j'y réfléchis pas, je décortique pas. Ce système 1, il est adapté à ce type de situation. Mais quand il y a de la complexité, quand il y a le changement, quand c'est nouveau, j'ai besoin de faire appel à un système 2, un système adaptatif, qui fonctionne beaucoup moins rapidement, mais qui permet d'analyser, de regarder les différents angles d'une situation.
Mais les Hmm. systèmes se confondent parce que c'est simple de faire recours au système automatique. Donc, parfois, devant une nouvelle situation, je vais me comporter de manière automatique et ça ne va pas marcher. Exemple des biais. Le biais, moi, j'aime beaucoup le biais de confirmation. Quand on aime quelqu'un, on voit que les choses positives chez lui. Hmm. Quand on n'aime pas, on voit que du négatif. C'est un biais de confirmation parce qu'on a envie de confirmer l'information qu'on a déjà. Et Quelle encore approche? Oui, oui, pardon. encore un que j'adore, c'est le biais d'aversion à la perte. C'est le biais dans lequel, si nous investissons dans un projet et il ne marche pas, tout nous montre qu'il ne marche pas, ben on a du mal à se retirer parce qu'on n'a pas envie de perdre ce qu'on a déjà Hmm. investi. Quelle Comment s'en approche, sortir, la question? quelle C'est ça. approche retenir? Justement, vous y venez en fait dans cette résolution de problèmes complexes. Comment on s'en sort finalement? Comment on s'en sort? Alors, pour moi, il y a des mots-clés vraiment pour s'en sortir. Le premier mot-clé, décoder. Décoder qu'on est dans une situation complexe et pas D'accord. dans une situation Deuxième compliquée. point. Pardon? Le deuxième point, c'est quoi alors du coup, décoder? Décoder. Le deuxième point, c'est s'ouvrir. C'est plus posture que action. C'est plus D'accord. être que faire Mhm. pour pouvoir embrasser toute cette C'est prendre du complexité. recul aussi. Prendre du recul donc du coup. Prendre du recul, oui, mais on utilise ça beaucoup, prendre du recul. Voilà, moi je dirais plutôt À être un s'ouvrir. explorateur. Sorte de Un- awareness. Tout à fait. On peut dire ça comme ça. Être comme, pour être un peu plus terre à terre, être un peu comme Cristobal Colomb, mais tout au début de son, quand il a vu une Ah terre oui, quand il l'a nouvelle. vu, donc, en fait, c'était très bien. Est-ce qu'il y a un troisième point en fait à aborder ou c'est Tout à fait. Faire un pas de côté. Être créatif. Penser, jeter à la poubelle les deux premières solutions et penser à Mhm. une troisième qui paraît magique peut-être, mais qu'on peut adapter à notre environnement. Aller dans la nuance. En un mot, pour terminer en fait sur cette émission consacrée aux problématiques complexes, le mot de la fin, je vous donne et après je conclus en fait cette émission. Les problèmes complexes, notre Terre et notre monde est rempli aujourd'hui de problèmes complexes Oui. qui créent beaucoup de crises. Mais la crise, c'est le danger, comme disent les Chinois, mais c'est aussi d'opportunités. Il faut le mot d'ordre dans la complexité, pour moi, c'est la pertinence. Il faut chercher la pertinence avec les yeux, les oreilles grands ouverts. Super, plein de sens en fait sur ces derniers mots. Merci de nous faire découvrir en fait cette approche de la résolution des problèmes complexes. Découvrir d'ailleurs une approche de résolution des problématiques complexes en une vingtaine de minutes, c'est déjà un challenge dynamisant. S'affranchir des biais cognitifs est un exercice passionnant dans un questionnement encore plus vaste. Le connais-toi toi-même finalement. Merci Anna pour votre intervention éclairante. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un autre épisode des podcasts VMAG. Merci beaucoup en fait Anna. Merci beaucoup. À Merci, bientôt. Aurélien. Au revoir. Au revoir.